Et à la chronique américaine, Christophe Cloutier-Roy est avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Geneviève. Alors, Donald Trump, hier, en fait vendredi soir, qui a causé la surprise, encore une fois, en parlant avec de nouvelles menaces concernant les tarifs douaniers, va augmenter les tarifs à 50 en fait, pour ce qui est de l'acier, de l'aluminium. C'est la même semaine où il s'est fait rabrouer par le tribunal de commerce international des États-Unis, la même semaine aussi où il s'est fait, disons, où on s'est moqué de lui avec un nouveau surnom, Taco, pour dire qu'il revenait toujours sur ses décisions. Alors, est-ce que vous pensez que c'est tout ce contexte qui l'a mené, Christophe, à faire ces nouvelles menaces concernant les tarifs? Oui, bien d'entrée de jeu, vous parlez d'une surprise et je vous dirais que je ne sais même pas si on peut parler de surprise à ce stade-ci, tellement ça semble être un peu, effectivement, un peu régulier comme une horloge, là, ces menaces de tarifs qui vont, qui viennent. C'est juste, la question, c'est toujours de savoir quelles seront les modalités, mais depuis le début, évidemment, de son retour à la Maison-Blanche, c'est quelque chose qui est tellement fréquent. Mais oui, vous avez raison de souligner que la question des tarifs a été vraiment au devant de l'actualité la semaine dernière, avec bon, tout ce qui s'est passé dans les tribunaux, décision d'une cour, disant qu'il n'avait pas la légitimité d'établir des tarifs, une autre cour qui lui a donné un certain sursis pour pouvoir faire valoir son cas. Ce nouveau surnom aussi qui, semble-t-il, a vraiment, très, comment dire, Très mal agacé passé, le oui. président, pour dire le moins. C'est ça, effectivement. Donc, tu sais, on peut penser qu'effectivement, il y a là une volonté de reprendre la balle au bon du côté du président. Il faut dire que c'est intéressant de constater que c'est sur la question de l'aluminium et de l'acier. Donc, ça, ces tarifs-là ne sont pas inclus dans le jugement des tribunaux qu'il y a eu cette semaine. Donc, Trump a un peu plus, en principe, étant donné que ça n'a pas encore été débattu en cours, a encore un peu plus les mains libres, si on veut, pour cette question-là. Maintenant, vers où ça nous mène, évidemment, encore une fois, on ne sait pas. Est-ce qu'on n'a pas eu beaucoup de détails? Donc, ça va être à voir au cours des prochaines semaines, encore une fois. Oui. La différence cette fois-ci, contrairement au jour de la libération, le 2 avril, qui avait été extrêmement médiatisé, il y avait eu beaucoup de réactions au Canada. Mais cette fois-ci, la nouvelle menace de vendredi soir, on dirait qu'elle a moins fait les manchettes ici, là, définitivement. Le premier ministre du Canada n'a même pas encore réagi. Il y a des présidents d'associations non plus qui ne voulaient pas réagir pour l'instant. On attend de voir vraiment le décret. On attend que ça soit officiel. Comment vous pensez que c'est reçu, ça, par Donald Trump, le fait que cette menace semble susciter moins de réactions? C'est intéressant à voir ça, parce que, bon, la question, c'est de savoir est-ce que Trump a vraiment de l'attention sur ce qui se passe à l'extérieur? Dans le fond, la question que je me pose à ce stade-ci, c'est est-ce que ces nouveaux tarifs sont vraiment orientés vers l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une volonté de renégocier les cadres de la relation avec le Canada ou avec d'autres pays donc qui exportent de l'acier et de l'aluminium par les États-Unis, ou c'est vraiment quelque chose qui est porté vers l'intérieur où on veut encore une fois, réagir, par exemple, à ce nouveau surnom qui lui a été donné par la table éditoriale du Wall Street Journal. Bon, on sait que Trump, évidemment, on le sait à ce stade-ci, quelqu'un de très impulsif. Donc, quelle est la stratégie derrière tout ça? C'est pas clair. Surtout qu'on nous a pas dit, c'est pas comme, par exemple, lorsqu'on avait la question des tarifs mur à mur, on disait, bon, ben là, il faut sécuriser la frontière, il y a la question du fentanyl. Là, c'est pas très clair quelles sont les attentes ici envers le Canada si jamais on va avoir une négociation. Donc, c'est difficile de voir comment est-ce que Trump perçoit cette nouvelle menace. En fait, qu'est-ce qu'il attend comme réaction de la part du Canada, si même il en attend une? Je comprends. Ce matin, c'est la diffusion d'une entrevue d'Elon Musk à Sunday Morning. On est 2 jours après son départ du gouvernement. Et dans cette entrevue, donc, il y avait déjà un extrait qui circulait. Il a critiqué Donald Trump. On peut justement écouter ce que ça donnait. You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not doesn't decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I actually thought that when this big, beautiful bill came along. I mean, like, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. Alors, Elon Musk qui se permettait de critiquer Donald Trump, on l'a déjà vu quand même beaucoup plus arrogant. On sentait quand même une certaine retenue, on peut dire, dans sa façon de s'exprimer. Mais quand même, j'aimerais savoir comment vous avez perçu la façon dont les deux hommes se sont quittés dans le bureau ovale vendredi. Bon, les deux qui semblaient vouloir justement montrer que ça se passait en bons termes. Mais comment vous avez perçu ça, vous? Bien,
Je pense qu'effectivement, il y a une opération de relations publiques qui a été menée au bureau ovale lors de ce point de presse. Mais je pense que c'est vraiment important de souligner le fait que Elon Musk a émis des critiques envers Donald Trump, pas nécessairement directement contre Trump, mais on l'a vu contre le projet de loi, le fait aussi qu'il est déçu que le Doge a été un peu le bouc émissaire de tout ce qui n'allait pas dans l'administration Trump. Et d'un autre côté, on sait que Trump prenait conscience aussi du fait que Musk était assez impopulaire auprès de la population. Donc, je serais curieux de voir comment ça va évoluer au cours des prochaines semaines. On sait que si on regarde un peu là, depuis le premier mandat de Trump, les gens qui vont et viennent à l'intérieur de l'administration, il y a une tendance quand même assez forte lorsqu'ils quittent la Maison-Blanche de devenir des adversaires de Trump ou à tout le moins des, 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 des des boucs émissaires de la part du président lui-même. Donc, est-ce que Trump va continuer à critiquer Musk, de dire que c'est de sa faute, en fait, tout ce qui n'allait pas précédemment? À l'inverse, est-ce que Musk va continuer? Bon, on sait que Musk, quand même, détient le réseau Twitter, c'est X maintenant, qu'il est l'homme le plus riche du monde, donc il a quand même beaucoup de leviers d'influence. Donc, ça va être intéressant de voir la relation entre les deux, parce qu'à part, par exemple, un cas comme celui de Steve Bannon, par exemple, qui avait quitté la Maison-Blanche, mais qui est resté quand même dans l'entourage de Donald Trump, on sait que les gens qui quittent généralement tendent à avoir une relation qui est assez mauvaise avec le président Trump. Donc, moi, je serais vraiment curieux de voir comment ça va évoluer parce que, bon, évidemment, Elon Musk, ce n'est pas n'importe qui. Pour les raisons qu'on a mentionnées, son argent, ses entreprises, c'est quelqu'un de très influent. Donc, la relation qu'il va y avoir maintenant entre les deux, elle ne sera pas inexistante. La question, c'est de savoir est-ce que ça va être une relation constructive ou une relation un peu plus fondée sur l'acrimonie. Ouais. C'est vraiment ça qu'il va falloir voir au cours des prochains mois. Oui. En terminant, Christophe, il y a une deuxième rencontre qui est prévue à Istanbul demain entre l'Ukraine et la Russie. On sent vraiment, en fait, on sent Donald Trump de plus en plus amer face à cette guerre et l'absence de possibilité de cesser le feu à court terme. Tout à fait. Et bon, je pense qu'il pensait que ce serait facile de venir à bout de ce conflit. Il faut quand même rappeler que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il n'y avait aucun effort de négociation de diplomatie de la part des États-Unis. Donc, on peut à tout le moins penser qu'il avait raison de croire que c'était une avenue qui devait être envisagée et qui aurait pu donner des solutions. Je pense qu'il a cependant sous-estimé le fait, d'une part, que c'est un conflit dont, oui, les États-Unis, d'une certaine façon, sont partie prenante, mais c'est d'abord et avant tout l'Ukraine et la Russie qui ont leurs intérêts à faire valoir dans ce conflit. Donc, on ne peut pas dicter l'ensemble de la conduite pour ces deux pays. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas... Trump n'a pas un front uni derrière lui. On sait que l'Union européenne ne veut pas marcher derrière Trump dans cette tactique qui revient essentiellement à donner l'avantage à la Russie dans les négociations. Et on sait que même à Washington, Trump n'a pas particulièrement un grand nombre d'appuis dans sa démarche et à l'intérieur de son administration. Bon, il y a des gens comme Marco Rubio, par exemple, qui il n'y a pas si longtemps tenait des discours très maximalistes à l'encontre de la Russie, qui aujourd'hui sont chargés de la négociation. Et évidemment, ça crée une situation qui est assez difficile à gérer pour le président et on peut estimer quand même que les chances que les États-Unis veuillent prendre un pas de recul par rapport aux négociations, s'il n'y a pas d'avancée au cours des prochaines semaines, sont assez élevées. Mm-hmm. Christophe Luthier-Roy, c'est toujours tellement intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Bon dimanche. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.